Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Giro, l'étape numéro 16, cette étape qui permet de lancer cette troisième semaine du Tour d'Italie. On va revenir sur le bilan des Bleus, top flop comme d'habitude. Et puis on parlera également une petite preview de l'étape de demain. On fera un point également sur le classement général qui a quand même un peu changé aujourd'hui avec certains coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, bien entendu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. On va parler d'Arnaud Démare, bien entendu, et également du podcast de RMC. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Étape 16, étape qui a quand même été spectaculaire, avec une belle bagarre pour prendre l'échappée ce matin, même si l'échappée est partie, on va dire, vite. Il y a eu quand même une grosse bagarre parce que pendant très longtemps, le groupe de 5-6, ils avaient une minute d'avance à peine sur le peloton. Enfin, ça a été pendant de nombreux kilomètres très compliqué. De toute manière, l'étape s'est quand même courue aujourd'hui à 35,5 de moyenne et 5h40 de vélo pour le vainqueur, hein. Donc voilà, ça a été une belle étape de cyclisme qui va faire mal. Et puis on a eu encore une belle bagarre entre les favoris. Il n'y en a encore aucun qui se détache totalement. Je dirais qu'il y en a quand même peut-être un qui fait la mauvaise opération du jour. Et puis les Bleus ont été un petit peu plus en difficulté. Et puis il va falloir faire attention au niveau des délais qui vont être pas faciles aujourd'hui. Les délais, ils sont de 1 heure normalement, si Pro Cycling Stats ne s'est pas trompé. Ils sont de 1 heure, sauf qu'il y a des coureurs qui ont été lâchés quand même pas mal tôt. Donc on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. Et puis entre les leaders, c'est vrai que entre Landa, Hindley, enfin surtout entre Hindley et Carapaz, on se dit que ça va peut-être encore durer jusqu'à vendredi prochain. Parce qu'on sait que jeudi, normalement, c'est l'étape de Trévise. Donc vendredi, samedi, alors est-ce qu'on attendra le contre-la-montre pour se départager? Du côté d'Hindley, il faudrait mieux pas, parce que même sur un coureur comme notre ami Carapaz, ça risque d'être un petit peu compliqué pour faire un bon chrono. Bien, je crois qu'on a fait un bon tour. On va passer au sondage. Les sondages du jour. Je vous avais posé 2 questions hier. La première question, c'était pour vous, qui va gagner l'étape 16? Donc l'étape du jour. Vous m'avez dit un baroudeur pour 24%, un leader du général à 76%. Yann Hirt est quand même plutôt un baroudeur qu'un leader du général, même s'il est dans le top 10 désormais du classement. Mais bon, c'est vrai que cette année, ce Giro, vous êtes à 10 minutes, vous êtes déjà 5 ou 6e du général. Et puis la deuxième question, c'était où va se faire la différence dans cette étape numéro 16? Une question un peu plus difficile. 88 votes. Et là, vous m'avez dit dans le Goletto di Cadino 1%. Je m'y attendais un petit peu. Mais il y a quand même beaucoup d'entre vous qui pensaient que la différence pouvait se faire dans le Passo del Mortirolo. 49% et 50% dans la montée de Santa Cristina. Moi, je m'attendais plutôt à la montée de Santa Cristina pour tout vous dire, parce que étant donné que le Passo de Mortirolo, le sommet était quand même à plus de 40 km de l'arrivée, ça voulait dire pas mal de kilomètres de plaine encore avant la montée de Santa Cristina. Et vu les pourcentages qu'on avait du côté de la montée de Santa Cristina, on aurait pu seulement avoir cette montée-là aujourd'hui et pas peut-être utiliser le Mortirolo, surtout que c'était pas la version la plus compliquée du Mortirolo. C'est pas la version soft du Mortirolo, c'est déjà quand même compliqué. Mais c'était pas la version, la voie la plus difficile du Passo del Mortirolo. Bon, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pavel Sivakov. Alors les Bleus n'ont pas été encore incroyables aujourd'hui, mais on a quand même un Pavel Sivakov qui a fait un énorme travail aujourd'hui pour Richard Carapaz. Et je trouve que Pavel Sivakov, dans un travail d'équipier, bien entendu, fait quand même un très beau Giro pour aider Richard Carapaz.
Vraiment dans la dernière difficulté, il était là, il était attentif pour l'aider, pour lui donner des bidons, un petit peu pendant toute la journée. Autant Richie Porte a été en difficulté aujourd'hui, autant après c'était peut-être le jour sans de Richie Porte, parce que ça lui arrive, c'est un peu comme Simon Yates, hein, ça lui arrive souvent. Autant Sivakov, il a été très bon aujourd'hui, très régulier. Et au général, il est, je crois, aux alentours de la 20e place. Il est 18e, hein, donc il n'est pas si loin que ça, hein, Sivakov, parce qu'il est deuxième français, vu qu'aujourd'hui Guillaume Martin a complètement explosé dans le final. Et pour le général, ça va être compliqué désormais pour Guillaume Martin. Et Pavel Sivakov, il se retrouve 18e du général à 28 minutes 24 pour un équipier. Et c'est vraiment du bon travail de la part du coureur français. Puis on sent que le fait d'avoir changé de nationalité, on rappelle qu'au départ il était russe de nationalité, enfin de licence, et que maintenant il a une licence française, j'ai l'impression quand même qu'il est un peu libéré et qu'il se sent beaucoup mieux. Il roule très bien encore une fois, hein. Carapaz pourra lui dire merci si Carapaz remporte le Giro. Il pourra dire merci à la fois à Sivakov, à Porte et puis à Narvaez, hein, qui sont les trois hommes, je dirais, importants. Même si Ben Swift fait un travail de long, mais même Sivakov, Narvaez, peut-être même plus que Richie Porte, qui est un petit peu plus en retrait depuis quelques jours. En même temps, il a quand même beaucoup donné sur les premiers jours de course. On poursuit donc avec les flops du jour. On commence avec Guillaume Martin. Compliqué Guillaume Martin. Alors déjà, la descente du Mortirolo, il y a un moment, il faut apprendre à se servir d'un vélo. Je me dis quand même que chez Cofidis, son problème de descente, il date pas d'hier, Guillaume Martin. Même si j'ai l'impression que ça s'est quand même aggravé, parce que c'était pas le meilleur descendeur du monde, j'avais pas l'impression quand même qu'il était si mauvais que ça en descente, Guillaume Martin. Mais quand tu connais la difficulté des descentes italiennes, je me demande à quel moment ils se sont dit on va jouer le général du Giro. Parce qu'il est en difficulté dans les descentes depuis quelques courses quand même, hein. C'est pas inédit ce problème-là. Là aujourd'hui dans le Mortirolo, il a pris cher dans tous les virages. Et après, il a complètement explosé dans le final. Et ce qui fait que désormais, il est 16e. Je ne voudrais pas être méchant, mais du côté de Cofidis, il faudrait mieux qu'il soit 10e que 16e. Pour une raison extrêmement simple, du côté de Guillaume Martin, 10e d'un grand tour, c'est beaucoup de points UCI. Et les points UCI, c'est quand même important pour rester en World Tour. On rappelle qu'il faudrait être dans les 18 premiers du World Tour pour pouvoir passer l'année prochaine pour rester dans cette catégorie pour les 3 prochaines années, parce que je rappelle qu'on reprend le classement des 3 dernières années. Et donc les points de cette année, ils sont hyper importants. Et surtout que, alors peut-être qu'Astana au niveau financier, ça ne va pas le faire. Donc ce qui pourrait sauver soit Israël, soit Lotto. Mais le match est encore serré. Il y avait 1000 points, je crois, d'avance, à peu près. 1000 points, si tu rates ta deuxième partie de saison, ça peut aller vite quand même. Et donc c'est vrai que du côté de Guillaume Martin, une 16e place, contrairement à une 10e, c'est beaucoup moins de points. Et puis vu comment il a explosé dans le final aujourd'hui, Guillaume Martin, j'ai un peu peur pour la suite de son Giro, parce que quand tu prends aujourd'hui 10 minutes, alors Guillaume Martin il finit à 19,08. Oui, il prend 20 minutes par les leaders du général. Ça fait quasiment 18 minutes il a pris. Et il finit derrière Michael Scherel, derrière Koen Bouwman, mais qui a fait quand même beaucoup d'efforts pour le classement de la montagne, derrière un Simon Yates qui aujourd'hui, je pense, prépare un coup pour demain ou pour vendredi, Simon Yates. Et il finit devant Kelderman, mais Kelderman qui a quand même encore eu Joe Lapoisse, Kelderman, depuis quelques temps, parce qu'il a encore eu un problème mécanique Kelderman, je crois une crevaison. Il a dû faire un gros effort pour revenir. Mais ce qui montre bien que Guillaume Martin, il n'était pas impérial aujourd'hui, et en plus, il n'était pas impérial et il perd de l'énergie sur des erreurs de trajectoire, des erreurs de pilotage. Ça, c'est un petit peu dommageable de la part du coureur français. Deuxième flop du jour, on va attendre encore un petit peu, mais c'est quand même pas la bonne opération du jour, c'est Arnaud Démare. Tout simplement parce que l'étape s'est courue extrêmement rapidement. Et en plus, il a tenté de prendre l'échappée, mais il n'a pas réussi à prendre la bonne échappée aujourd'hui. Et ça peut lui coûter très cher.
dans la fin de journée. On avait des informations quand même qui n'étaient pas très bonnes de la part du groupe Eto. On nous disait qu'il n'était pas en très grande condition dans ce groupe Eto, qu'il était même peut-être lâché du groupe Eto. Donc c'est toujours un peu problématique. Et ça veut dire également que pour les jours à venir, soit il arrive à se refaire la cerise, soit il va souffrir dans ces derniers jours de course. Je rappelle qu'il est toujours en tête du maillot cyclamen, mais pour gagner ce maillot cyclamen, il faut arriver. Et pour arriver, il faut finir dans les délais. Ça va pas être si facile que ça. Pour tout vous dire, les 17h43, je suis sur ProCycling en direct, et on a simplement 42 coureurs qui sont arrivés. Et donc Narvaez, qui est 42e, est à 28 minutes 50. Donc c'est-à-dire qu'il reste 33 minutes désormais de délai. Quand il n'y en a que 42 qui sont arrivés, voilà, ça va pas être si facile que ça, surtout que l'étape fait quand même 200 km. Donc voilà, elle est longue, même si les délais sont importants, même si vous avez 1 heure de délai, ça fait beaucoup de kilomètres. Et si vous êtes lâché en pleine pampa, ça peut être une très très longue journée pour vous. Je voulais également parler d'Arnaud Démare parce que j'ai vu c'est-à-dire que j'ai écouté un podcast hier, et puis j'ai vu que là, non c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, j'ai vu là une énorme polémique, donc c'est pour ça que ce matin, alors que la polémique n'y était pas quand j'ai écouté le podcast, autour d'Arnaud Démare, parce qu'ils ont fait un débat sur RMC, je ne sais plus comment s'appelle leur podcast, c'est comme Bistro Vélo, mais c'est pas Bistro Vélo, avec notamment Cyril Guimard, sur Arnaud Démare, où on nous disait Arnaud Démare, il fait pas partie des meilleurs coureurs français. On nous disait Arnaud Démare fait pas partie des meilleurs coureurs du monde. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu un truc assez répété, c'est-à-dire que dans le monde du cyclisme, on a tendance tout le temps à sous-estimer la carrière des sprinteurs. C'est un truc qui date de la nuit des temps. Par exemple, un Cyril Guimard, quand il était coureur, a gagné de nombreuses étapes sur le Tour de France, mais comme il était sprinter, aujourd'hui Cyril Guimard dans l'histoire, il est resté dans l'histoire parce qu'il était manager de Bernard Hinault, pas pour ses résultats sportifs. On peut penser également à Petacchi, Petacchi qui a pourtant 22 victoires, 23 victoires sur le Giro, je ne sais plus de tête, qui a le record de victoires sur le Giro. En Italie, c'est pas l'égal de Moser, c'est pas l'égal d'un Coppi ou d'un coureur comme ça. Il y a aussi les casseroles sur le dopage, mais même par rapport à Pantani a les mêmes casseroles sur le dopage, ou même un Danilo Di Luca, je dirais qu'il a une moins bonne réputation et on considère moins sa carrière que ces coureurs-là. Alors que Di Luca, en termes de dopage, je rappelle, il a été suspendu à vie. Donc on était quand même sur un sacré loustic. Tom Boonen, il s'est fait sa réputation mais grâce au classique, pas grâce à ses qualités de sprinter. McEwen, par exemple, aujourd'hui, peu de personnes connaissent encore McEwen, alors que McEwen était un très bon sprinter. Baden-Cook également, au début des années 2000. Je pourrais en citer plein qui aujourd'hui ne sont pas considérés comme des grands coureurs ou pas comme des personnages historiques du cyclisme et qui étaient sprinteurs. Abdou Japarov également dans les années 90, qui n'est pas considéré comme un grand coureur, ou Yann Kersipou, alors que c'était des excellents sprinteurs. Alors Abdou Japarov, il y a aussi des casseroles sur le dopage aussi. Mais bon, dans les années 90, trouver quelqu'un qui n'a pas des casseroles sur le dopage, c'est un petit peu compliqué dans le monde du cyclisme. Donc, le fait qu'on dénigre un petit peu le palmarès des sprinteurs, c'est pas nouveau. Le fait qu'on le dénigre avec ces arguments-là, là je dirais que c'est quand même niveau All-Star, surtout de la part de Cyril Guimard encore une fois, qui était sprinter. Parce que la manière dont il dit que Arnaud Démare n'est pas un gros coureur parce qu'il n'a pas gagné Liège-Bastogne-Liège, en même temps, c'est pas son profil de course. Liège-Bastogne-Liège. Cyril Guimard non plus n'a jamais gagné Liège-Bastogne-Liège parce que c'était un sprinter. McEwen non plus. Oscar Freire non plus. Et pourtant, Oscar Freire savait passer les bosses. C'est un profil quand même de course qui ne convient pas aux sprinters. Que tu me dises Arnaud Démare n'est pas un grand sprinter parce que, par exemple, tu considères qu'il n'a pas gagné sur la Volta, il n'a pas gagné le maillot vert sur le Tour de France, ou qu'il a remporté au final peu de victoires d'étape sur les grands tours. Ça, on peut le considérer comme argument. Que oui, par rapport à un McEwen, par rapport à un Cavendish, par rapport à un Boissonhagen même, par rapport à un Marcel Kittel, à tous ces coureurs-là, il n'a pas gagné autant de courses. Mais dire que Arnaud Démare est un mauvais coureur, c'est oublier quand même le naufrage qu'était le cyclisme français dans les années 2000, où il y avait grosso modo 4 coureurs
qui étaient performants. 4-5 coureurs, c'est-à-dire Thomas Voeckler, Sandy Cazard, Chavanel, Jérôme Pinault, et même en citer qu'à 5, c'est compliqué, Fedrigo, GR5, qui étaient les seuls qui pouvaient se battre au niveau des courses mondiales. C'est oublié cette période-là. Au niveau français, Arnaud Démare, c'est deuxième, j'irais après Alaphilippe. Il y a Alaphilippe parce que champion du monde. Mais derrière, le mec a remporté Milan-San Remo, le mec a remporté un maillot cyclamen sur le Giro et cette étape, je crois, sur le Giro. Donc une ou deux étapes sur le Tour de France, je ne sais plus de tête. Il a remporté également de nombreuses courses. Je rappelle, c'est 85 ou 86 victoires chez les professionnels quand même, Arnaud Démare, à 30 ans. Parce qu'il a 30 ou 31, je ne sais plus Arnaud Démare de tête. Ils ne sont pas nombreux en France à avoir réussi à faire ça. Donc non, il fait partie du gratin des coureurs français. Et il fait partie pour moi quand même des bons sprinteurs internationaux parce qu'il est aussi tombé face à un Mark Cavendish, il est tombé face à un Marcel Kittel, il est tombé face à un André Greipel. La génération qu'on a eue de sprinteurs là, pendant les années 2000 était quand même sacrément costaud. Mais j'ai adoré l'argument de dire, comme il n'a pas remporté Liège-Bastogne-Liège, c'est pas un bon coureur. Et en sachant qu'en plus, Liège-Bastogne-Liège, on en a eu des mauvais qui ont remporté Liège-Bastogne-Liège parce que, des mauvais ou des coureurs qui ne sont pas exceptionnels. Et Wout Poels, il a remporté Liège-Bastogne-Liège. Arnaud Démare a un plus gros palmarès que Wout Poels. Qui d'autre qui a remporté Liège-Bastogne? On va regarder, tiens, le palmarès de Liège. De Liège-Bastogne-Liège. Il y a des pas très bons sur Liège. Historique. Alors, Jungels, on ne peut pas dire que Jungels pour le moment fait une grande carrière. Maxime Iglinski, c'était un bon équipier, mais de là à dire que c'était un top coureur, il ne faut quand même pas déconner non plus. Tyler Hamilton, si tu enlèves le côté dopage, Tyler Hamilton a un très gros palmarès. Si tu enlèves tout ce qu'il a gagné en étant dopé, Tyler Hamilton n'a pas de palmarès. C'est bien. Dirk de Wolf, bon, pas le plus gros palmarès du cyclisme belge. Si, quand tu gagnais cette course-là, Dietrich Thurau, excuse-moi de te dire qu'aujourd'hui, Dietrich Thurau, plus personne ne le connaît. Pour beaucoup, c'est le père de Björn Thurau qui a été coureur chez Europcar. Même s'il en a gagné quelques-unes, mais ce n'était pas les plus gros palmarès. Steven Rocks, bon, il a eu une petite carrière dans les années 80 intéressante. Par rapport à Arnaud Démare, je pense que c'est quand même un peu en dessous. Donc considérez que tant que tu n'as pas gagné sur les arts... Et puis je voudrais dire que par exemple un Bob Jungels, par exemple, il n'a jamais gagné des sprints parce que ce n'est pas le même profil de coureur. Donc, l'argument de dire parce que tu n'as pas gagné telle course qui ne correspond pas à ton profil, ça veut dire que tu n'es pas un bon coureur. Bon, il y a un moment, je pense qu'il faut prendre sa retraite. Le monde évolue. C'est un peu le problème en ce moment du journalisme sportif. C'est-à-dire qu'on utilise quand même des gens qui, aujourd'hui, devraient peut-être arrêter, prendre leur retraite. Chez France Télévisions, on a mis quand même à leur retraite un Jean-René Godard qui, je pense, avait des analyses et a toujours des analyses aujourd'hui qui sont, je pense, beaucoup plus pertinentes que les analyses de temps en temps de Cyril Guimard. Il y a des moments où il faut savoir passer la main. Parce que tu comprends plus le monde, ton sport, parce que ton sport a évolué. En ce moment, c'est un peu la polémique avec Jacques Villeneuve. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, Jacques Villeneuve, sa dernière saison complète, ça va être 2006 ou 2007, ça fait 15 ans en Formule 1. Bah oui, les Formule 1, elles ont énormément évolué. C'est pour ça qu'un Romain Grosjean est souvent plus pertinent dans ses analyses techniques qu'un Jacques Villeneuve, même si Jacques Villeneuve a été champion du monde. Je pense que certaines personnes devraient un moment prendre leur retraite de métier de consultant parce que, excuse-moi, mais un Jean-Michel Larquet aujourd'hui quand il parle de football, bon, c'est plus très pertinent. Aujourd'hui, si on prenait Jacques Lafitte pour parler de Formule 1, ça serait presque ridicule parce que Jacques Lafitte, et ça a été ridicule sur la fin parce que Jacques Lafitte, oui, il avait connu les Formule 1, il n'y avait même pas un bout d'électronique dans les voitures qu'il a conduit. C'est comme prendre Pescarolo pour commenter les 24 heures du Mans. Oui, Pescarolo a un énorme palmarès, directeur d'équipe, mais bon, son équipe s'est arrêtée il y a 10 ans, quasiment Pescarolo, donc ça serait plus intéressant.
il y a un moment, je pense qu'il faut savoir passer la main et je pense que Cyril Guimard, il devrait peut-être y penser. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour que j'avais quand même pronostiqué ce matin. Yann Hirt, j'aime bien me lancer des fleurs quand ça marche. Yann Hirt, ça fait quand même partie des beaux coups du côté de mes pronostics avec la victoire de Masnada Giro 2019 avec Androni. Ouais, j'avais bien senti le coup aussi. Bon, Yann Hirt, pourquoi je l'avais pronostiqué ce matin? Tout simplement parce que j'avais vu le résumé de l'étape que je vous avais rappelé. Donc c'était Giro 2019 et j'avais vu qu'il s'en était très très bien sorti. Et puis surtout Yann Hirt, pourquoi je l'avais pronostiqué? J'aurais pu pronostiquer Guillaume Martin par exemple, mais Guillaume Martin, je trouve qu'il avait complètement explosé à Turin, alors que Yann Hirt, il avait explosé un peu plus à la régulière que Guillaume Martin. Et je trouve que Guillaume Martin est plus très frais, par exemple, sur cette fin de Giro, alors que Yann Hirt, je trouvais que ça a été un petit peu mieux. Puis Yann Hirt, ça fait pas partie des coureurs qui sont encore très connus du peloton. Parmi même les coureurs cyclistes. C'est-à-dire, bon, par exemple, dans une course au départ, il y a des coureurs que vous connaissez, vous les pointez du doigt. Par exemple, sur un sprint, s'il y a Cavendish sur la start list, même si Cavendish n'est pas au top de sa forme, vous avez le noté. Un Jason Tesson, vous n'allez pas le noter. Alors que Jason Tesson également est un très bon coureur du côté d'Aubert. Mais parce qu'il est chez Aubert, équipe continentale, et que c'est un coureur qui est un peu moins connu, qui a un peu moins de notoriété. Yann Hirt, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'Yann Hirt n'a pas une grosse notoriété. Mais je rappelle qu'en début de saison, il gagne quand même le Tour d'Oman face à Masnada. Alors que pour moi, sur cette course-là, Masnada aurait dû surclasser tout le monde. Donc ça voulait dire déjà qu'il y avait quand même des beaux progrès en montagne de la part de Yann Hirt. Et puis ensuite, il a été performant. Je l'ai vu plusieurs fois cette saison, Yann Hirt. Je l'ai vu sur le Tour de Catalogne. Ça n'avait pas été foufou, mais je l'avais vu sur l'UAE Tour. Oui, c'était Jebel Yaïs où il avait été pas mauvais. Et donc là, ça s'est très bien passé pour lui. Et puis en sachant que Yann Hirt n'avait pas fait d'échappée encore, je crois. Sur ce Giro. Je ne l'avais pas noté, moi, comme coureur qui avait pris des échappées. Peut-être que je me suis trompé, mais je ne crois pas. Donc là aussi, ça veut dire que c'est un coureur qui avait encore de l'énergie. Et dans cette échappée, il a très bien couru. Avec Arensman aussi, qu'il faut saluer. Il ne s'est pas affolé quand il a fallu revenir sur Lennart Kamna. Il ne s'est pas affolé quand Arensman a attaqué. Et puis, il ne s'est pas affolé dans la descente. Et pourtant, à des moments, c'est passé quand même short, limite. Avec la roue avant. Je vous avais dit, fallait faire attention à cette descente parce qu'il y avait pas mal de déclivité, donc faire attention au frein. Et il y a la roue qui a dribblé, comme on dit en moto. Alors, je sais pas comment le dire enfin, pour moi, elle a dribblé, c'est-à-dire qu'il a fait comme ça avec sa roue avant, il a perdu l'adhérence et elle a raccroché tout de suite. Je ne sais pas comment on dit en cyclisme, parce que là, c'est un terme de moto que j'utilise, mais la roue avant, en fait, a dribblé. Donc, ça a fait comme ça, sur la phase de freinage, parce qu'en fait, la roue a perdu l'adhérence et puis elle a raccroché, mais il avait tourné le guidon. Donc, il fait que ça a fait ce mouvement-là, quoi. Presque du guidonnage, mais c'est plus du dribble. Parce que le guidonnage, c'est quand même en ligne droite. Et ensuite, quand tu regardes, il a très très bien géré la course. Il a été très bon. Et puis, Intermarché, deuxième victoire sur ce Tour d'Italie. Là encore, excellente saison de la part d'Intermarché. Et là aussi, il fallait sentir quand même Yann Hirt. Quand tu fais le transfert de Yann Hirt à l'époque, il a été chez Astana. Bon, quelques résultats quand même chez Astana, 5e notamment du Tour de Suisse en 2019. Mais sur l'année 2020 chez CCC, il fait partie de ces coureurs qui n'ont pas du tout réussi à fonctionner chez CCC. C'était pas le seul. Ensuite, CCC fait faillite, s'arrête en 2020. Derrière, quand Intermarché reprend la licence de CCC, parce que je rappelle qu'au départ c'est ça, et décide de recruter Yann Hirt, chez les coureurs de CCC, c'était pas celui que t'aurais coché en premier. Dans l'équipe 2020 de CCC, Yann Hirt, je sais pas, il y avait Patrick Bévin par exemple, il y avait des marquis de la Parte, même Simon Geschke, Yann Hirt faisait pas partie des stars. Il y avait même Attila Walter, du côté des jeunes coureurs. Georg Zimmermann aussi. Il a décidé de recruter le coureur. Ils ont décidé de recruter le coureur tchèque. 2021, il fait déjà pas une mauvaise Vuelta, du souvenir que j'ai.
Il finit 28e du général, mais je me souviens de l'avoir vu sur la Vuelta. Ensuite, les résultats avaient été, par exemple, sur le Tour d'Italie, il finit 26e du général. Mais Jan Hirt, vraiment très bon coureur. Voilà, c'est un baroudeur grimpeur, quoi. C'est pas le meilleur grimpeur du monde, mais sur une échappée comme ça et sur des courses d'une semaine, ça peut le faire. Alors, coureur aussi qui n'est pas extrêmement connu parce que c'est vrai qu'il est passé pendant de nombreuses années dans des équipes continentales et Continental Pro, pas les plus connues en France, CCC, Ethics, Léopard. Il est arrivé en World Tour qu'en 2018 chez Astana. Donc ça fait que depuis 5 ans qu'il est en World Tour, donc c'est pas 5 saisons qu'il est en World Tour, donc c'est pas énorme. On poursuit parce que la vidéo va être très longue aujourd'hui avec Jane Lay. Très bonne journée pour Jane Lay. Il prend les bonifications. C'est bien avec Pro Cycling Stats, je sais les bonifications qu'ont pris chaque coureur depuis le début de course. 21 secondes de bonification pour Jane Lay contre 14 pour Richard Carapaz. Eh bah oui, mais dans le général d'une course, ça peut faire la différence, les bonifications. Donc c'est très bien ce qu'il fait pour le moment de Jane Lay. Il revient à 3 secondes. Malgré tout, il faut qu'il soit devant Carapaz. Je dirais que ça serait bien d'avoir une avance d'une vingtaine de secondes sur le dernier contre-la-montre. Parce que Jane Lay, c'est quand même pas le meilleur au niveau du contre-la-montre. On se souvient notamment face à Gegenhardt. Donc 20 secondes, ça serait peut-être pas mal sur le dernier chrono. Après, il est quand même très fort, Jane Lay. Et puis la Bora, encore une fois, ils avaient une Kemna devant, qui pourtant n'a même pas fait relais. Je crois pas. Il a peut-être donné un bidon quand même à Jane Lay quand il s'est fait rattraper par le peloton. Et puis ensuite, Jane Lay, il fait les attaques pour moi les plus tranchantes, même si Carapaz arrive à suivre. Après, encore une fois, les attaques les plus tranchantes, c'est quand même pas Alberto Contador à Andorre Arcalis, quoi, non plus, en 2009. Donc on voit que le niveau est quand même très homogène entre les différents leaders. Ça va pas être facile de faire la différence et ça va être très intéressant pour les derniers jours de course. Je pense qu'à partir de vendredi, ça va être très très intéressant ces 3 derniers jours de Giro. Je continue avec Nibali qui fait la bonne opération du jour au niveau du général. Plus 3 places, il est 5e désormais, 3,40 des leaders. 5e, ça serait pas dégueulasse, en sachant que peut-être que Landa, Almeida, Inde, Carapaz, il y en a peut-être un des 4 qui va s'écrouler sur la fin de semaine. Nibali finit bien ce Giro. Je me dirais même que Nibali, il manquait peut-être un petit peu de jours de course pour être performant. Il a peut-être 34 jours de course aujourd'hui. Pour Nibali, c'était peut-être pas assez pour lui pour faire un grand Giro. Après, il a aussi l'envie de faire la Volta, donc c'était aussi l'objectif. Je rappelle, dernière saison pour Nibali, qui a remporté donc 2 Giro, un Tour de France, une Vuelta. La boucle sera bouclée parce que la Vuelta, c'était son premier grand tour en 2010. À l'époque, il était chez les Quickgaz. Et puis, bien entendu, il finira au Tour de Lombardie, qui est la course où il a peut-être le plus montré sa classe lors de ses 2 victoires en 2017 et 2015, une fois devant Thibaut Pinot. Mais du côté de Nibali, aujourd'hui, c'était une très belle étape qu'il a réalisée. Vincenzo Nibali, il finit pas très loin des leaders. Je trouve qu'il finit bien, il finit frais cette fin de Tour d'Italie. Alors, on va voir dans les prochains jours. Mais j'ai l'impression quand même qu'il finit pas mal. Alors, bien entendu, face au 4 de devant, il est un tour en dessous. Ça, c'est clair et net. Mais bon, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Alors, il a profité également de la chute de Bilbao, de la chute de Pozzovivo. Mais ça a été quand même une belle étape pour Nibali. Puis je termine avec le classement de la montagne. Alors je peux vous faire un point pour le classement général. Carapaz est en tête avec 3 secondes d'avance sur Hindley. Almeida 44 secondes. Landa 59 secondes, il est 4e. Nibali est 5e avec 3,40. 3,48 pour Pozzovivo. 3,51 pour Bilbao qui est 7e. 8e Bourman à 4,45. Jan Hirt à 7,42. Valverde à 9,04 qui est 10e. Et on termine du côté des bilans des cours au top avec Koen Bouman. Pourquoi ? Belle opération du jour pour Koen Bouman au niveau du classement de la montagne. Il a désormais 167 points d'avance. Rosa n'a pas pris de points. Ciccone est désormais 2e du classement, mais il était quand même assez loin avant le départ de cette étape. Ça semble quand même bien embarqué pour Koen Bouman pour aller gagner ce classement du maillot Azzurro. Il a quasiment 100 points d'avance également sur Jane Lay et Lennart Kamna. Donc
Ça semble bien embarqué pour le néerlandais et ça sauverait quand même le Giro de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Joao Almeida. Joao le portugais qui... c'est peut-être le leader du général qui fait la moins bonne opération du jour parmi les 4 premiers parce que c'est le seul qui est lâché. Et pourquoi je le mets en flap? Parce que, alors vous allez me dire, à raison, il perd que 10 secondes, c'est pas grand chose. Oui, mais à raison de 10 secondes par jour, ça va commencer à faire beaucoup. Il a désormais 44 secondes de retard sur Carapaz et Genley. Je me suis reconcentré sur l'étape numéro 21 du Giro 2019. Pourquoi? Parce que c'est le même parcours que le dernier contre-la-montre. Quand on regarde les écarts, notamment un Landa par rapport à Chadaga, qui était le vainqueur du jour, Chadaga. Landa finit 21e et il ne perd que 57 secondes. Même pas la minute. Quand je dis qu'Almeida, depuis le début de ce Giro, faut qu'il ait au moins, faut pas qu'il ait plus d'une minute de retard, c'est que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que Landa, qui est pourtant pas bon sur le chrono, il n'avait perdu qu'une minute. Un Arnaud Démare, sprinter, pas mauvais sur le chrono, mais c'était quand même un chrono en côte. 1,10 sur le chrono de perdu sur Chadaga. Amador, par exemple, 53 secondes. Si on compare avec un Thomas de Rent, Joseph Cernit a été peut-être plus intéressant, que quand même un bon coureur de contre-la-montre. Il avait fini 6e à 11 secondes, le Chadaga. Donc il n'avait repris que 50 secondes sur Landa, moins de 50 secondes sur Landa. C'est-à-dire que Almeida, là maintenant, il est désormais dans une zone où ça va être compliqué de gagner le Giro s'il perd du temps. Enfin, ça serait bien qu'il reprenne du temps parce que 44 secondes, ça commence à faire presque un peu beaucoup pour aller chercher la gagne sur ce Tour d'Italie. Enfin, il n'aura pas beaucoup de marge. Ça, je peux vous dire sur le dernier chrono et il ne faudra pas que les autres soient très bons ce jour-là. Pozzo Vivo, c'est quand même la mauvaise nouvelle du jour pour Pozzo Vivo. Tu as l'impression que ces dernières années, il enchaîne quand même un petit peu les moments de poisse, le coureur italien, Domenico. La chute, aujourd'hui, il est touché au coude. Ça, c'est inquiétant, il avait le coude en sang. Pourquoi je le mets en flop? Sinon, il fait quand même une belle étape. Il est toujours 6e, enfin il est maintenant 6e du général. Bon, il perd 3 minutes aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'il avait l'air d'avoir très mal au coude. Ça sent quand même pas bon signe pour pouvoir rester sur le Giro. Surtout des fois, les douleurs se reviennent pendant la nuit. C'est pas idéal en 3e semaine d'un grand tour d'avoir une chute de ce type. Et puis voilà, c'est un peu bête pour Pozzo Vivo d'avoir ce type de chute. Et puis je termine avec la Bahreïn, là aussi double chute pour Bilbao et Landa. Bilbao qui travaillait pour Landa avec Wout Poels devant. Ça a complètement cassé l'attaque de Landa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Landa, bon, c'est pas une mauvaise journée, on va dire, parce qu'il perd pas de temps, Landa. Sauf que pour le podium, il a toujours 15 secondes de retard sur Almeida. Et que il n'y a plus beaucoup d'étapes pour reprendre ce retard. Et on sentait bien que du côté de chez Bahreïn, on avait laissé les grosses hostilités aujourd'hui autour du coureur espagnol. Donc c'est quand même un peu triste que une chute entre deux équipiers fasse que l'attaque n'est pas possible pour Mikel Landa et qu'il perde du temps, qu'il ne gagne pas de temps aujourd'hui, qu'il ne revienne pas un peu plus proche de Genley et Richard Carapaz pour le général. C'est fini pour cette étape. Demain, présentation de l'étape numéro 17. Ça sera du côté de Ponte di Legno à Lavarone. Bon, je n'ai toujours pas enregistré. Il faut que je le fasse. 165 km. Donc, présentation à 7h30, débrief de l'étape. Ça sera à 21h sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.